Ceci est un trigger warning. Cette vidéo va parler de grossophobie dans des termes qui peuvent être inadaptés et propres à une personne qui n'est pas grosse, donc qui n'est pas concernée. Cette vidéo a un but simple, parler de grossophobie et de la déconstruction de cette grossophobie. Qu'est-ce que ça implique en tant que personne non concernée? Quel type de pensée cela peut générer? Le suis-je réellement? Et si oui, qu'est-ce que je compte faire à ce sujet-là? En bref, on va parler de déconstruction de la grossophobie dans une société qui est malheureusement grossophobe. Suis-je grossophobe? C'est une question que je me pose beaucoup et à vrai dire, je sais déjà que je ne peux pas y répondre. Je suis privilégiée, je ne suis pas grosse. Donc par définition, la réponse est que par mon comportement et mon éducation, je participe à un fonctionnement social grossophobe. Donc je suis grossophobe, par extension, par mécanisme inconscient, puisque notre société met en avant constamment les personnes minces. Pour autant, ce n'est pas vraiment dans ce sens-là que je me pose la question. Est-ce que je suis foncièrement grossophobe dans mon comportement, ma façon de penser, ma vision du monde? Est-ce que du fait de mon métier, de mes études en santé, je suis grossophobe? Est-ce que ma façon de m'habiller, de parler, de vivre dans l'espace commun est grossophobe? Et est-ce que volontairement je participe à cette pensée commune inconsciemment, mais consciemment également? Alors vous me direz, pourquoi se poser la question? Alors, je tiens à déconstruire ma façon de penser et de voir le monde. Depuis que j'ai remis en question ma vision du féminisme, mes privilèges, je me découvre autrement. J'avoue que je chéris ma vie, je chéris mes relations aux autres et je me trouve en fait plus ouverte d'esprit, plus compréhensive envers la différence, alors que je pensais déjà l'être avant ma déconstruction. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avant je pensais être quelque chose qu'aujourd'hui je ne pense plus être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne me définis pas comme quelqu'un d'ouverte, de tolérante et tout. Je pense pas l'être. Parce que justement, je me rends compte que quand je me disais que l'être, je l'étais pas foncièrement envers certaines catégories de personnes. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de me définir tolérante, j'ai juste envie de déconstruire mon mode de pensée et de voir où ça mène, simplement. Donc effectivement, cette déconstruction, elle n'est pas terminée. Et à vrai dire, je pense qu'elle ne le sera jamais, puisqu'avec l'évolution des réseaux et l'ouverture de la parole, on en apprend tous les jours un peu plus. Et c'est vraiment très bien, c'est chouette. J'aime apprendre et j'espère continuer à devenir une meilleure version de moi-même. Donc en fait, j'ai entrepris une déconstruction de mes stéréotypes de genre, de mon éducation de blanche, de mes privilèges de femme, qui plus est blanche, de mon orientation sexuelle. Alors, je suis bisexuelle, mais quand même. Et encore du fait que je suis valide dans la classe moyenne, indépendante financièrement et diplômée du supérieur. J'ai un niveau master et en plus je suis en train d'entamer une nouvelle formation. Donc oui, effectivement, j'ai beaucoup de privilèges. Alors c'est pas un gros mot, c'est important de le savoir, de le comprendre, de savoir ce que ça implique et les répercussions que ça a sur notre quotidien. Et particulièrement, et c'est là le plus important, sur celui des autres. Et en comprenant ces impacts, pour moi en tout cas, ces relations de cause à effet, on peut agir. Pas forcément à grande échelle, je suis personne, je vais pas révolutionner la face du monde, ça c'est clair et net, et de toute façon je ne cherche pas à le faire. Mais je sais que je peux agir. Je peux améliorer le quotidien de mes proches, qui vont alors s'améliorer et améliorer celui de leur propre entourage. Et en fait, ça fait un effet boule de neige, mais un effet boule de neige positif. Et en étant nous-mêmes, déconstruits et bienveillants, je pense qu'on ouvre une porte à la bienveillance dans notre vie. On crée une chaîne de respect et de tolérance. Alors effectivement, comme dit, je suis pas sûre de le faire. J'essaye en tout cas de déconstruire ce que je pense comme pas bon pour les autres. Mais il y a du taf. Il y a malheureusement encore du taf. Alors du coup, si à mon niveau, je peux ajouter un petit morceau de cette chaîne, en fait, j'ai envie de le faire, j'y tiens. C'est un choix qui est personnel, évidemment, et j'espère que mes cogitations, elles pourront permettre à d'autres de démarrer une réflexion, de l'approfondir, qu'elles soient ou non d'accord avec moi. Le but, c'est juste de réfléchir, d'apprendre et d'échanger à ce niveau-là. Bon, on revient à notre sujet de base, est-ce que je suis grossophobe? Alors, dans un premier temps, on va placer le contexte. Je suis née en 95 de 2 parents anciens obèses qui m'ont appris à faire attention à ma nourriture, à manger équilibré, aux heures des repas, à ne pas grignoter, à éviter le sucre et à faire une activité physique. Donc, dans les faits, j'ai jamais été obèse. C'est-à-dire que si on prend les critères médicaux, on prend l'IMC, alors oui, malgré tous les inconvénients qu'il a, que je ne vais pas présenter, en fait, j'ai jamais été obèse. Voilà. Au pire, j'ai été en surpoids. Ça, je t'en parlerai plus tard. Petite, je fais moins d'1m70, on m'a toujours dit que j'étais entre guillemets ronde, que j'avais entre guillemets des formes, du fait d'une poitrine marquée et des hanches développées. Et ces mots, ce ne sont que des mots et ils n'ont pas la même connotation ni les mêmes sens maintenant qu'il y a quelques années. Pour ma part, en tout cas me définissant, ils ne veulent absolument rien dire. J'estime pas avoir des formes, j'estime pas être ronde. Oui, effectivement, j'ai la poitrine, oui, effectivement, j'ai des hanches. Bon. J'ai envie de te dire un peu comme toutes les personnes qui se définissent comme je me définis, c'est-à-dire de genre féminin et qui reconnaissent dans le genre féminin ses attributs. C'est encore une autre question. Et voilà. Donc ça, c'est le contexte. Alors, mes parents, ils m'ont toujours appris à faire attention à la nourriture. J'ai grandi dans une famille qui disait de ne pas trop manger, pas trop vite, pas trop en grande quantité. Et en fait, effectivement, à raison, parce que sinon je les stockais et je pouvais effectivement prendre du poids.
Donc là, on a un premier élément de réponse. Mes parents, comme ayant connu l'obésité, ayant détesté cette expérience de vie, m'ont élevé dans le but que je ne la reproduise pas, que je ne le vive pas, parce que pour eux, ça a été une mauvaise expérience. Et bien, comme tous parents, ils ont fait ce qu'elles ont estimé comme le mieux pour moi. Alors, je leur en veux absolument pas. Ce qu'elles m'ont inculqué est désormais dans mon quotidien, dans ma façon de voir le monde. Donc il y a du bon, il y a énormément de bon dans tout ça. Par contre, il serait faux de croire que ça n'a pas eu d'incidence sur mon rapport au corps ou sur mon rapport à la nourriture. On m'a toujours appris à finir mon assiette, à ne pas gâcher ma nourriture, à ne pas jeter, à manger de tout et à surtout ne pas me resservir si je n'avais pas faim. Donc j'ai appris à finir mon assiette, même quand je n'avais plus faim, à manger à des heures fixes, refoulant parfois pendant des heures mes sensations de faim et bien sûr à contrôler ce que je mettais dans mon assiette. Alors avec les années, tout ceci est devenu normal. Là, je fais juste une déconstruction de mon mode de fonctionnement. Ce ne sont pas des reproches, ce n'est pas grave, mes parents n'ont pas fait de faute, ils ne sont coupables de rien, c'est juste que j'essaye d'enrichir mon raisonnement en plaçant le contexte. Donc comme je vous le disais, avec les années, tout est devenu normal. Le développement de mon corps et l'adolescence, effectivement, j'ai pris des formes, je faisais une activité physique régulière, je faisais du judo, j'étais en bonne santé et bon, dans la société, on me considérait comme entre guillemets normal, bien que je ne considère pas ce terme comme approprié pour plein de raisons. Lors de ma croissance, mes parents, ils m'ont toujours appris à faire attention à mon physique. Elles m'ont toujours dit que trop manger, c'était pas bon pour moi. En grandissant, j'ai petit à petit remarqué qu'elles faisaient des remarques sur le corps des autres. Et puis parfois en mal, parfois en bien. Je retenais que ce qui me blessait, généralement, par question d'ego, ça c'est complètement normal, et qui confortait mes insécurités. Du coup, j'ai grandi avec cette peur de devenir moi-même grosse et de prendre du poids, de ne plus me sentir belle. Alors, même si factuellement, je me suis jamais sentie belle, et cette peur d'être difforme. Alors, je suis désolée pour les termes que j'emploie. Si t'es concerné, sache que je ne te considère pas comme difforme et je suis désolée que ça puisse te blesser, c'est pas le but. J'essaie juste d'expliquer comment ma réflexion, qui était grossophobe à l'époque, a évolué et pourquoi je le suis. Donc effectivement, tous les corps sont ce qu'ils sont, tous les corps sont beaux, et mon esprit en fait était conditionné à n'avoir qu'un seul mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que moi je pense que j'ai un fonctionnement de base qui est grossophobe. Alors c'est horrible à dire, parce que ça veut dire que mon fonctionnement de base est discriminant envers une catégorie de personnes, c'est complètement anormal. Pourtant, même si j'en suis pas certaine, je pense que c'est le cas. Et en fait, là, à ce moment-là de ma réflexion, j'en suis pas certaine. Ce qui a réconforté ce mode de fonctionnement-là, ça a été mon changement corporel. En fait, du fait de mon évolution, j'ai été confrontée à des situations très stressantes qui m'ont fait compenser mes angoisses par ma nourriture. Et il y a de cela maintenant 1 an, j'avais 20 kilos en trop, si l'on en croit mon IMC. Toujours, si l'on en croit mon IMC. Alors, il faut savoir que pour ma part, c'était effectivement un poids qui ne me convenait pas, qui me faisait me sentir mal dans ma peau. Et j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire, une compréhension de mon fonctionnement, un changement de mode de vie et j'ai perdu effectivement tous ces kilos, j'ai changé de mode de vie, j'ai changé de façon de m'alimenter, etc. En fait, au passage, j'ai découvert que je pouvais aimer mon corps et me sentir belle. Et c'est là que ça coince. C'est-à-dire qu'en perdant ce poids-là, moi, personnellement, je me suis sentie mieux. Et voilà, ça prouve bien que j'ai un fonctionnement grossophobe. Voilà. Donc oui, dans mon fonctionnement, j'ai des pensées grossophobes. Oui, j'ai peur de grossir et de voir mon corps changer, de ne plus me correspondre, parce que c'est l'idée que j'ai de ça, de ces changements corporels, qui peuvent être normaux en plus. Ça arrive d'être plus stressé, c'est pas grave de ne pas toujours manger correctement. En fait, c'est une véritable angoisse pour moi d'avoir ce corps qui change et qui gonfle. Et même pendant mes règles, c'est-à-dire que quand j'ai mes règles et que j'ai mon bas-ventre qui gonfle, je suis en mode je gonfle du ventre. Alors que, c'est normal en fait. Enfin, je veux dire, j'ai un corps qui est vivant, j'ai un utérus qui change, qui évolue, je sais pas, au bout d'un moment, c'est un peu normal d'avoir un peu de ballonnement parfois, le ventre un peu gonflé, d'avoir pris un peu de poids l'hiver. Enfin, je veux dire, c'est pas mal. Je me mets pas en danger, c'est pas grave. Enfin, vous voyez, la Terre va pas arrêter de tourner parce que mon corps évolue. Encore heureux qu'il évolue. Je suis vivante, je suis pas une poupée plastique, quoi. C'est quand même complètement dingue. Et en fait, ce corps qui concrètement ne colle pas à l'image que je me suis faite de moi, ça m'angoisse. Alors je pense que c'est en partie lié à mon éducation, mais surtout à tous les modèles que j'ai eus plus jeunes, à ces journaux qui ne mettent en avant qu'un type de femme, à ces films et séries qui ne mettent pas en avant les personnes rondes, à un mode de fonctionnement et des pensées qui ont été renforcés par mes années d'études. Alors pourquoi ? En fait, dans les filières médicales, donc en médecine, en paramédical, on nous apprend que l'obésité est une pathologie et qu'ainsi les personnes obèses sont malades. Alors c'est-à-dire que leur maladie, c'est leur obésité qui est définie par rapport à l'IMC. C'est pas du tout le reste. C'est-à-dire que si une personne elle est obèse et qu'elle a de l'hypertension artérielle, on considère qu'elle a 2 maladies. Voilà. Donc, il est vrai qu'être obèse est un facteur de risque pour les pathologies cardiovasculaires. Ça, malheureusement, les études l'ont prouvé. Mais est-ce que c'est une maladie pour autant ? Est-ce qu'on peut vraiment se suffire d'un critère pour définir une maladie sans que ça n'ait en plus forcément de répercussions sur la santé ? C'est-à-dire qu'il y a effectivement des personnes qui ont un IMC d'obésité. Ça, c'est
une mesure, mais qui vont très bien, qui n'ont pas de comorbidité, qui font du sport, qui ont une alimentation équilibrée, qui se sentent bien dans leur corps, qui se sentent bien dans leur peau, qui ont une bonne santé mentale, qui factuellement ont une bonne santé physique, avec, je veux dire, pas de douleur, pas d'arthrose, je sais pas moi, pas de plaques d'athérome. Enfin, je veux dire, factuellement, il n'y a pas de pathologie. Il y a juste, effectivement, un chiffre sur une balance. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que ce chiffre est un critère de maladie ? C'est une réflexion. En tout cas, si vous croyez les cours qui sont donnés en faculté, bah oui. Alors, pour ma part, j'ai pas encore de réponse à cette question. Je sais simplement que c'est un antécédent pour nos patients et patientes et que ça apparaît dans les dossiers médicaux. Alors, que faire de cette info ? Parce que concrètement, une personne obèse, elle n'a pas forcément des problèmes avec la nourriture, elle n'a pas forcément une mauvaise hygiène de vie, elle peut pratiquer une activité physique régulière, mais il y a même des personnes obèses qui sont plus sportives que moi, et c'est vrai, je veux dire, factuellement c'est vrai. Et donc, en fait, il y a même des études qui tendent à montrer qu'il existerait une composante génétique à l'obésité. Et c'est bien plus compliqué que ce qu'on veut croire. C'est pas juste en fait un poids. Donc pourquoi déjà on en réduit les personnes obèses à ce poids-là en médecine ? Moi, ça me pose beaucoup de problèmes, mais c'est un autre sujet. Et en fait, la question que je me pose maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça ? Comment je déconstruis un mode de pensée de la sorte ? Alors, j'ai commencé à me renseigner, à lire le vécu des personnes concernées, à suivre des comptes Instagram, à lire. Oui, j'ai pas peur des personnes concernées et de les entendre parler, parce que en fait, ça serait triste et grave, très grave même à vrai dire. Je ne suis pas à l'aise ou inconfortable entourée de personnes obèses, c'est complètement faux. De toute façon, j'ai pas à l'être. Je ne crois pas avoir de comportement déplacé ou malvenu à leur égard. Et si c'est le cas, je m'en excuse. En fait, je suis désolée. Je suis désolée parce que c'est anormal et je ferai tout pour essayer de les changer. Et pour les changer, en fait, je vais pas me contenter d'essayer. J'ai déconstruit effectivement le lien que j'ai entre nourriture et corpulence physique et le lien entre corps et activité physique, entre autres grâce à des comptes Instagram sur lesquels j'ai pu tomber. Je pense à des comptes Instagram de danseuses professionnelles par exemple qui sont magnifiques et qui dansent, mais moi, jamais je bougerais aussi bien avec mon corps. Enfin, je les regarde et je me dis mais comment elles font ? c'est ouf. Donc voilà. Et j'ai vu également des films et des séries qui m'ont particulièrement aidée à ce sujet-là. Entendre des actrices rondes dire qu'elles en avaient marre de jouer les grosses de la série, ça m'a également beaucoup aidée à le comprendre. C'est con, mais oui, en fait, elles sont autre chose que grosses. Alors, si jamais mes mots vous blessent, dites-le moi. Dites-le-moi, il n'y a aucun souci. Et j'essaierai de trouver d'autres façons de dire la même chose. Et s'il faut, en fait, je retourne ce podcast, c'est pas un problème, hein, vraiment. J'ai essayé, je l'ai écrit. Pour être parfaitement honnête, je l'ai écrit, donc j'ai essayé d'être le plus... proche de ma réflexion tout en étant la moins blessante possible. Et si j'ai raté, je suis désolée, simplement, et je vais changer. Donc effectivement, je peux pas affirmer avoir déconstruit complètement mon mode de pensée. Ça, ce serait mentir. J'espère être sur la bonne voie. J'ai pas vraiment de conseils à te donner, toi qui m'écoutes cogiter et toi qui es peut-être pas concerné. J'avoue, je sais pas vraiment ce qu'il faut faire pour comprendre notre comportement grossophobe et agir dessus. Je pense pas, par exemple, qu'intervenir dans des conflits grossophobes soit forcément la bonne chose en n'étant pas concerné. C'est-à-dire que si j'ai un mec misogyne qui est en train de me faire du mansplaining et qu'un homme vient me défendre, je vais lui dire ferme ta gueule, en fait, bouge de là, t'es personne. Donc si moi j'ai ce comportement-là par rapport à un homme qui me mansplain, j'estime qu'en tant que personne mince, je vais pas défendre une personne grosse si elle subit de la grossophobie à sa place. Effectivement, je vais pouvoir lui dire hey, je suis là, je suis en backup, si t'as besoin, t'hésites pas, on lui casse la gueule ensemble. Mais je vais peut-être pas m'interposer. Enfin, en fait, je sais pas encore comment réagir. Donc, comme moi, quand je sais pas, je suis là, mais je me tais, je regarde, j'aide, j'apporte du soutien, du réconfort s'il faut, mais je prends pas forcément position parce que j'ai toujours peur de dire de la merde, en fait, et de blesser la personne concernée plutôt que l'aider. Et c'est pas le but, en fait. C'est pas le but. Être allié, pour moi, c'est pas ça. C'est savoir être à sa place, savoir aider quand il faut, et c'est difficile, et donc on fait pas semblant en fait, parce qu'il y a des personnes qui souffrent en face de nous, et donc c'est normal de les respecter, de les aider à la hauteur de l'aide qu'elles demandent en fait, simplement. Du coup, comme je te le dis, j'essaye d'écouter les personnes concernées quand elles nous disent qu'on est privilégié, qu'on est grossophobe dans notre façon de parler, de voir le monde, d'agir. Alors effectivement, parfois ça fait mal, t'as pas envie d'entendre ce genre de choses. Après, je pars du principe que si une femme te dit t'es sexiste et t'es misogyne, c'est probablement qu'elle a raison. Donc pourquoi pas pour les personnes grosses. Si une personne grosse te dit t'as un comportement qui est grossophobe, ça c'est une insulte grossophobe, ok, pardon, je retire mes mots. Et je modifie mon comportement pour que tu ne sois plus mal à l'aise en fait, et je pense que si on faisait tout ça on irait beaucoup mieux, mais c'est un autre débat, et ça veut pas dire que je suis parfaite, bien au contraire. Je pense que ce podcast est même la preuve que je suis pas parfaite et que j'ai encore du travail à faire. Donc pour moi, écouter, se remettre en question, s'excuser pour le mal que l'on a fait et faire mieux, c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui, et c'est tout ce que je vois
Enfin, c'est tout ce que je pense pouvoir faire. Je ne pense pas pouvoir faire mieux. Parce qu'il n'y a que nous, en fait, qui pouvons faire évoluer le monde. Alors, l'avenir est entre nos mains. Nous, de personnes privilégiées, qui devons abandonner ces privilèges pour, je sais pas, les partager, ça peut être bien. Et Ahmed Adel Feronde, je suis désolée. Je suis navrée si je vous ai blessé. Je suis navrée d'avoir eu un comportement ingrat et blessant à votre égard à un moment donné de ma vie. J'espère pouvoir un jour devenir votre allié. Et en attendant, je ferai de mon mieux pour vous aider.